quand on entend les responsables politiques, on se dit tout compte fait qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Il existerait bien des divergences. Ils s'invectivent, ils s'engueulent. Parfois, c'est même la foire. Pourtant, à les regarder de plus près, est-ce qu'ils ne nous prennent pas un peu pour des gogos? Parce que droite, gauche, centre, oui, à les regarder de plus près, en réalité, ils sont tous d'accord. Les sujets ne manquent pourtant pas sur lesquels ils expriment des différences. Il existe en effet un certain nombre de sujets récurrents sur lesquels ils s'opposent en parole. Nous sommes d'ailleurs un certain nombre à y avoir cru, et puis le temps a passé. En parole, je dis, j'y reviendrai, parce qu'il s'agit des faits, ce sont les faits qui comptent. En parole, oui, ils s'opposent sur les services publics, l'école, la santé, les transports et tous les autres. Ils s'opposent sur les allocations sociales, leur montant, leur distribution. Ils s'opposent sur les retraites. Ils s'opposent sur la sécurité sociale. Ils s'opposent aussi sur l'emploi, sur les salaires. Ils s'opposent toujours sur la finance, par exemple. Bref, sur tous les sujets qui nous concernent directement, ils s'opposent en parole. Seulement en fait. De quoi s'agit-il? Car ce sont une fois encore les faits qui comptent, qui nous déterminent. Eh bien, en fait, l'école par exemple. Le premier qui a commencé à attaquer très sérieusement l'école en le disant et en le revendiquant, c'est le dénommé Claude Allègre. Claude Allègre, il était ministre d'un des premiers gouvernements de gauche, un gouvernement de François Mitterrand. Rappelez-vous Claude Allègre, pour ceux qui ont l'âge, qui se rappelleront, pour d'autres qui l'ont lu quelque part, Claude Allègre, c'est celui qui disait « il faut dégraisser le mammouth », c'est-à-dire virer les profs, les mettre au pas, liquider les salles de classe, économiser sur l'éducation. Mais il a fait plus d'ailleurs, Claude Allègre. Il a ratiboisé d'un certain point de vue le contenu même de l'éducation nationale en attaquant les programmes et en transformant en réalité les profs d'enseignants en animateurs de classes dans lesquels il fallait occuper les jeunes plutôt que de les former, de les instruire. Il y a eu la santé. La santé, ah oui, en parole, il y a une opposition, mais dans les faits. La santé, c'est François Hollande et Marisol Touraine, ou Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot. C'est en gros la même politique, la fameuse T2A, la facturation à l'acte qui a conduit les hôpitaux et le service public de santé dans l'abîme, dans des difficultés intenses, majeures. Ça a été les fermetures de services, ça a été les suppressions de postes, ça a été des fermetures qui ont commencé par les maternités, dans les hôpitaux de proximité. On croyait que c'était loin, que c'était à la campagne. Bref, que le Parisien ne serait pas touché. Et puis, hop, patatras. Ça a été ensuite les mêmes fermetures dans des hôpitaux, dans des énormes hôpitaux de banlieue ou de la région parisienne elle-même et des grandes villes. Et puis, on dira l'emploi, les salaires, oui, ils se sont opposés. Rappelez-vous, l'emploi, les salaires, c'est Lionel Jospin, candidat de gauche, qui dira l'État ne peut pas tout, pour expliquer qu'en réalité il ne fait rien, et qui nous conduira dans ce dilemme catastrophique, dans cette situation qui pèse encore aujourd'hui, où il fallait choisir entre Chirac et Le Pen. Et puis c'est la finance. Tiens oui, la finance, rappelez-vous Hollande. Hollande, candidat de gauche au présidentiel, lui qui disait « la finance c'est mon ennemi » et sous lequel la finance n'a jamais été aussi bien servie, a jamais eu autant de bénéfices, autant de privilèges, autant de gains. Et puis, bon, c'est toute une série de domaines importants dans lesquels nous sommes. Je parlerai de la sécurité sociale, je parlerai de la santé avec les restes à charge que de nombreux citoyens ne peuvent pas payer et qui sont dus tout autant aux uns qu'aux autres. Et puis, tiens, je parlerai pas des retraites, parce qu'il y a encore des millions ici en France qui l'ont en travers. Non, je parlerai pas des retraites. Bref, on voit bien que dans les faits, il y a une politique commune qui aboutit à des effets catastrophiques. Cette politique, c'est pas celle des uns contre celle des autres, c'est une politique que tous peuvent revendiquer. Donc la différence entre les uns et les autres, entre gauche et droite, ne serait qu'en parole? Oui, ben cette situation me rappelle une formule de Bossuet. Bossuet, c'est un écrivain du XVIIe siècle qui avait le sens de la formule assez tranchante, assez percutante. Et il y en a une qui correspond totalement, à mon sens, à la situation dans laquelle nous sommes. Bossuet avait dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Ben, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que
On peut déplorer la situation faite au service public, à l'emploi, au salaire, on peut déplorer la désindustrialisation, on peut déplorer les avantages de la finance, on peut déplorer les coûts portés au travail, on peut tout déplorer. Mais si en même temps on approuve et on chérit les politiques qui produisent ces effets, alors il y a une hypocrisie totale, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est très exactement ce qui se passe. Parce que ce qui attaque le bien commun, l'intérêt général, c'est une politique au service du capital financier. Et cette politique, elle s'applique et elle se dicte aujourd'hui au sein d'un cadre précis, qui est celui de l'Union européenne. Eh bien, question, qui aujourd'hui remet en cause l'Union européenne au nom précisément des politiques qu'il déplore? Personne. Ils sont tous aussi européistes les uns que les autres. Ils sont tous partisans de l'Union européenne. En conséquence, lorsqu'ils déplorent la situation faite au service public, à l'emploi, au salaire, etc., eh bien, ils nous prennent pour des crétins. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des gens qui ne peuvent pas voir. Et pourtant, c'est clair. C'est clair, on ne peut à la fois déplorer les effets immédiats qui nous touchent tous, en ayant mis en place la politique qui a produit ces effets. Alors, ils ont essayé de donner le change. Il y a eu une tentative. C'était Tsipras en Grèce, en parlant d'Europe sociale. Et très vite, on a vu où ça menait. Ça a capoté complètement, mais pour une raison simple. On ne peut transformer un cadre politique, l'Union européenne, fait au service et aux intérêts du capital financier, en un cadre social qui serait fait au service de la collectivité, des peuples et des travailleurs. Ça n'est pas possible, c'est une ineptie. Voilà pourquoi, globalement, ils sont amenés à dire une chose, tout en faisant très exactement son contraire. Voilà pourquoi, globalement, ils sont tous d'accord sur la politique qui est mise en place, même si certains, pour donner le change, en déplorent les effets immédiats que nous subissons tous les jours. Parler d'union sacrée, n'est-ce pas tout de même un peu fort? Le terme d'union sacrée a une histoire. Il a une histoire qui nous ramène au moins à 1914, à la Grande Boucherie, la Première Guerre mondiale. Un homme s'y était opposé, c'est Jean Jaurès, qui ça a coûté la vie, puisqu'il a été assassiné pour les positions qui étaient les siennes, au bord des Deux Croissants, la veille du déclenchement de la guerre. En fait, l'union sacrée, c'était quoi? C'est quoi? C'est l'union de toutes les forces politiques pour soutenir leur propre bourgeoisie et engager les peuples dans la guerre, dans la grande barbarie. Bien, à 14, c'est très exactement ce qui s'est passé. Les peuples ont été amenés à s'opposer les uns aux autres, les ouvriers allemands contre les ouvriers français, les Français contre les Allemands, bref. On sait ce que cela a donné. Alors évidemment, bon, toute proportion gardée, nous ne sommes pas en 1914. Et donc, parler d'union sacrée, c'est pas une référence directe à 14, c'est une référence au cadre et aux conditions politiques qui ont amené à 1914. Nous ne sommes pas à la veille des tranchées ou dans des tranchées à la porte de chez nous, mais quand même, pour aller vite, nous sommes dans le cadre d'une préparation de guerre qui est indiscutable et qui est acceptée par tous. Pour aller vite toujours, en Ukraine, 1 million de morts, il y a le Moyen-Orient, avec des centaines de milliers qui ont été tués. Et puis, il y a les guerres dont on ne parle pas, d'ailleurs. En Afrique, il y a l'Érythrée, il y a le Soudan, il y a, bref, toute une série de conflits dont il n'est pas question. Eh bien, face à ces conflits, il y a une volonté politique qui a été imposée à l'ensemble des nations et des gouvernements, sur lesquels, globalement, pas grand monde s'est publiquement opposé. Trump a décidé, après, vous savez, l'histoire des embargos et l'histoire des droits de douane qui faisaient pression sur les États européens, eh bien, il a décidé d'imposer la règle des 5% du produit intérieur brut attribué au crédit militaire, à l'économie d'armement. D'ailleurs, Macron, lui, a obtempéré immédiatement, le petit doigt sur la couture du pantalon. Il a décrété l'économie de guerre quasi immédiatement, comme d'ailleurs cela s'est fait petit à petit dans tous les pays d'Europe. Et puis, Macron, toujours, il a décrété la loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros, suivi un peu plus tard, parce que ça ne suffisait pas, d'une nouvelle programmation de 36 milliards d'euros immédiatement. C'est l'économie de guerre, c'est-à-dire sont des milliards qui sont pris au bien-être collectif, au service public, à la santé, à la sécurité sociale, etc., on y revient, et qui sont pris à ces endroits-là pour les attribuer à l'économie d'armement. Voilà en quoi, d'ailleurs, il y a aujourd'hui une sorte d'union sacrée, parce que, globalement, sur ces politiques-là, non seulement peu de voix, sinon aucune voix ne s'élève,
sauf peut-être pour donner le change sous les préaux d'école, dans quelques meetings d'organisation. Mais en fait, dans la réalité, aucune voix ne s'élève pour dire non à ces crédits de guerre, restituer l'argent qui est ainsi piqué au bien-être collectif et attribué à la guerre et à l'économie d'armement. Non, personne ne le dit. C'est même pire. Tous ou beaucoup soutiennent cette politique de distribution de milliards à la guerre, à l'économie d'armement. Alors tous, bon, je ne vais pas les citer tous, parce que ce serait à la fois fastidieux et un peu répétitif tout de même, car chacun dans ses termes, ils disent là aussi tous la même chose. Mais la France n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, c'est l'argument en réalité de tous ceux qui sont gênés aux entournures, de tous ceux qui utilisent des mots pour contredire la réalité telle qu'elle est. Et partons des faits, partons de la réalité. Nous avons actuellement dans le Golfe, au Moyen-Orient, un porte-avions avec ses avions, ses pilotes, ses bombes, et nous sommes là au prétexte, avec 2000 hommes d'ailleurs, nous sommes là au prétexte de protéger des Émirats avec lesquels nous aurions des accords de protection. Bien, mais en réalité, on protège qui? Dans ces Émirats en question, dans ces monarchies pétrolières, il y a des bases qui sont des bases américaines qui, elles, sont directement en action, sont directement dans le conflit armé. Ce sont ces bases que nous protégeons. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes présents et nous intervenons dans la guerre comme supplétifs de l'armée américaine, quoi qu'on en dise. Et voyez-vous, ce qui ne permet pas de parler d'union sacrée autour de la guerre, c'est que globalement, toutes les forces politiques en France, lorsqu'on les prend les unes après les autres, aucune ne demande concrètement le rapatriement et ne mobilise pour le rapatriement des troupes françaises présentes, du porte-avions, pour la restitution des moyens financiers qui sont destinés à cette aventure guerrière. Aucun. Pire même, certains et nombreux demandent qu'on en fasse encore plus dans le sens du conflit armé qui est engagé. Quelles sont donc les conséquences de l'union sacrée? Je sais que je peux heurter, je peux choquer un certain nombre qui m'écoutent. Mais une fois encore, vous remarquerez que je ne parle pas d'a priori idéologique. Je ne parle pas de postulats de départ qui ne seraient pas démontrés. Non, je pars des faits. Je pars des actes. Une fois encore, ce sont les faits et les actes qui comptent et pas les paroles qui, globalement, n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. L'union sacrée, c'est le fait que sur ce qui détermine la politique guerrière et l'engagement à la guerre, ils sont tous d'accord. Et j'y vois là 3 conséquences qui risquent d'être catastrophiques pour l'avenir. La première, elle concerne la démocratie. Lorsqu'un peuple est confronté à des responsables qui disent une chose et font le contraire, eh bien ce peuple ne peut avoir confiance ni dans le personnel politique en question, ni même plus dans la parole publique, dans la parole politique, et ne peut que s'en détourner. C'est la démocratie de ce point de vue qui est sérieusement menacée. Le deuxième danger que je vois, c'est celui qui concerne nos libertés. Dans la loi de programmation militaire et dans son rajout qui redonne 36 milliards aux 413 qui avaient déjà attribué pour l'économie d'armement, il y a un certain nombre d'articles. Eh bien l'article 21, il rentre dans le millefeuille des lois sécuritaires qui ont été programmées et proclamées depuis les attentats de Paris, depuis François Hollande. C'est une loi cette loi 21, cet article 21, c'est un article qui indique nos restrictions en termes de liberté, en termes d'expression, en termes de réunion, en termes de manifestation, pourquoi pas, en termes de déplacement, ça nous rappelle quelque chose. Bref, c'est le deuxième danger immédiat que je vois. Et puis il y en a un troisième, évidemment, qui n'est pas le moindre, c'est le danger de la guerre. Lorsque l'on est amené à réarmer la planète entière, tel que c'est le cas actuellement, et donc la France avec, lorsque l'on est amené à donner de tels moyens à l'économie d'armement, eh bien le danger, c'est que ça soit amené à servir un jour. Et voyez-vous, Trump, lorsqu'il a exigé cela des différentes nations, il savait ce qu'il faisait, il savait pourquoi. Le véritable ennemi de Trump,
Le véritable ennemi de Trump dans la guerre interimpérialiste qui se mène, c'est la Chine. C'est la Chine son ennemi économique, c'est la Chine son ennemi politique, son ennemi militaire. Et en cela, c'est vers la Chine que Trump se prépare pour les temps qui viennent. Et c'est vers la Chine qu'il veut entraîner la planète entière et ceux qui sont en train de se réarmer pour aller vers un affrontement qui serait un affrontement décisif et sans doute extrêmement destructeur. C'est en cela d'ailleurs qu'il serait très urgent qu'une voix s'élève, que des forces se dressent pour exiger, au moins en France, le rapatriement des fonds qui ont été attribués à l'économie d'armement et la restitution de ces fonds, ces centaines de milliards, au bien-être commun, au bien-être collectif, à la sécurité sociale, aux retraites, aux services publics, à l'éducation, à la santé, au transport, etc., etc. Bref, que la collectivité puisse se réapproprier ce qui lui a été piqué, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous en êtes d'accord, à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça permet d'être plus vite informé des nouveautés. Enfin, vous pouvez, si vous le désirez, me suivre sur le site La Sociale. Avec certains de mes amis, nous publions éditos, papiers, articles, dossiers, etc., qui correspondent aux préoccupations qui sont communes et qui sont les nôtres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.